À Noël, mon père m'a traité d'idiot qui grimpe au poteau pour gagner sa vie, en se moquant de mon travail de monteur de ligne. Juste après que je lui ai acheté la voiture de ses rêves, toute la famille a ri. Le lendemain matin, je l'ai reprise, et je lui ai montré ce qu'était le vrai pouvoir. Je n'aurais jamais pensé être le genre de gars à écrire ce genre de choses, mais nous y voilà. Il y a un an, j'ai coupé les ponts avec mon père, après une dernière scène publique, qui, honnêtement, a tout changé pour moi. J'avais l'habitude de penser que la famille signifiait une loyauté inconditionnelle, peu importe le respect que l'on perdait en chemin. Il s'avère que certaines personnes ne voient la famille que comme une autre forme de possession. Quoi qu'il en soit, cette histoire ne parle pas de vengeance ou de haine. Elle parle de ce qui m'a finalement poussé à m'en aller, et de la façon dont j'ai appris que la paix peut être plus forte que les mots. Les gens pensent que le métier de monteur de ligne consiste uniquement à grimper à des poteaux et à réparer des fils. Ce n'est pas le cas. Il s'agit de maintenir le courant, pendant que tout le monde est bien au chaud, et confortablement installé chez soi. Les tempêtes, les pannes de courant, la foudre. C'est nous, qui sommes sur le terrain. C'est ce que je fais. Et ouais, c'est dangereux. C'est dur, mais j'adore ça. Je fais ce métier depuis près de 10 ans, et à chaque fois que je vois les lumières se rallumer après une longue coupure, j'ai l'impression d'avoir vraiment construit quelque chose qui compte. Mon père, cependant, ne l'a jamais vu de cette façon. Il avait l'habitude de plaisanter en disant que je jouais avec des Legos pour grands garçons. Il disait, la vraie réussite, ça se porte avec une cravate, Ryan, tout en sirotant son café noir, comme s'il dispensait une grande sagesse sur la vie. C'est un comptable à la retraite, le genre de type qui lit encore le Wall Street Journal en version papier, et qui pense que la valeur d'un homme est liée au nombre de réunions auxquelles il participe. Ma sœur, Aaron. Ouais, c'est la favorite. Elle gère un compte de fitness en ligne, publie des selfies à la salle de sport avec des légendes motivantes, du genre lève-toi et bats-toi, et mon père la traite comme si elle avait découvert le feu. C'est une vraie entrepreneuse, dit-il. Bien sûr, papa. Poster des squats pour des contrats de marque, c'est définitivement du niveau de Wall Street. Il y a 2 ans, après un énième discours du type « Quand est-ce que tu vas trouver un vrai travail ?» Je me suis fait une promesse. J'en avais assez d'essayer d'expliquer ma carrière. J'allais lui montrer, à la place. À chaque fois que je voulais abandonner, je me souvenais de sa voix. Tu vas t'épuiser, avant même d'avoir une chance de réussir. Et le plan m'est venu, un soir, en voyant une vieille annonce en ligne. Une Mustang Fastback de 1968. La voiture de ses rêves, depuis que j'étais gamin. Il en parlait comme de son premier amour. Rouge cerise, manuel, avec des bandes noires, disait-il. Mais il n'avait jamais été prêt d'en posséder une. Trop cher, trop peu pratique. J'en ai déniché une qui avait besoin d'être restaurée, et j'en ai fait mon projet parallèle, pendant 1 an. Des pièces, de la peinture, des nuits tardives dans le garage de mon pote. Chaque boulon, serré à la main. Elle était parfaite. Le matin de Noël est arrivé plus vite que je ne le pensais. J'ai garé la voiture devant la maison de mes parents, recouverte d'une bâche et d'un ruban rouge. La maison était bondée. Des cousins, des voisins, et Aaron, qui diffusait déjà son arrivée en direct, comme si c'était un événement sur tapis rouge. Je me suis comporté comme d'habitude. Calme, décontracté, sans faire de grands spectacles. Mon père tenait salon dans le salon, se vantant du fait qu'Aaron avait été invité à un salon du bien-être. J'ai attendu une accalmie, puis j'ai dit « Eh, papa, viens dehors une seconde ». Tout le monde a suivi. Il a vu la voiture, s'est figé, puis m'a regardé. « C'est une blague ?» a-t-il demandé. « Non, ai-je répondu. Elle est à toi. Joyeux Noël. » Il en a fait le tour lentement, touchant la portière, inspectant la peinture. « Une fastback de 68, a-t-il dit doucement, presque comme s'il n'y croyait pas. Pendant une seconde, j'ai cru que j'avais vraiment réussi. Que peut-être, enfin, il serait fier. Puis, il s'est tourné vers la foule, a souri en coin, et a lancé « On dirait que mon fiston essaie d'acheter mon approbation. » Je ne pensais pas que grimper à des poteaux, ça payait aussi bien. Le rire m'a frappé, plus fort que ce à quoi je m'attendais. Fort, sans filtre, comme si c'était la chose la plus drôle qu'ils aient jamais entendue.
Aaron a gloussé, comme une enfant en bas âge. Un oncle a applaudi, et mon père est resté là, le sourire aux lèvres, la star de sa propre petite heure de comédie. J'ai souri, moi aussi. Non pas parce que c'était drôle, mais parce que je n'allais pas lui donner la satisfaction de me voir en colère. J'ai juste dit, ouais, il faut bien que je maintienne les lumières allumées, d'une manière ou d'une autre, et je suis rentré à l'intérieur. Le reste de la soirée a été un brouillard de fausse gaieté. Aaron a posé près du sapin. Mon père s'est vanté de sa blague, et je me suis assis tranquillement au fond, vérifiant l'heure toutes les quelques minutes. Quand le dessert est arrivé, je me suis levé, et j'ai dit que j'avais un service tôt le lendemain matin. Il a ri de nouveau. Bien sûr. On ne peut pas faire tourner la ville sans toi, hein. Dehors, il faisait assez froid pour voir mon souffle. Je suis resté à côté de mon camion, à regarder les lumières de la maison scintiller à travers les rideaux. La Mustang était garée dans l'allée. Parfaite, étincelante, comme si elle n'était pas à sa place. Je la voulais, cette reconnaissance, ce signe de tête, quelque chose. Mais au fond de moi, je savais que c'était peine perdue. En rentrant chez moi en voiture, je ne me sentais pas triste. Juste fini. Des années de commentaires, de regards en l'air, et de justes blagues s'additionnaient pour ne former qu'une seule chose, peu importe à quel point je réussissais, ce ne serait jamais assez pour lui. Il ne me verrait jamais comme autre chose, que le gamin qui avait choisi la mauvaise voie. Je me suis garé dans mon allée, je suis resté assis là un moment, et j'ai regardé mes mains. Les mêmes mains qui réparaient les lignes électriques pendant les tempêtes, qui avaient reconstruit cette voiture à partir de la rouille, et qui, d'une manière ou d'une autre, n'étaient toujours pas assez bonnes. Puis j'ai ri. Pas d'un rire amer, juste un rire fatigué. Joyeux Noël, le vieux, ai-je marmonné. Parce que c'est à ce moment-là que ça m'a frappé. Je n'avais pas besoin qu'il soit fier. J'avais déjà réussi. Il ne pouvait juste pas supporter, que je l'ai fait, sans lui demander sa permission. Cette phrase a tourné en boucle dans ma tête, pendant que je me brossais les dents, le lendemain matin. J'entendais encore son rire stupide de la nuit dernière. On dirait que mon fiston essaie d'acheter mon approbation, tournait en boucle, comme une mauvaise chanson que je ne pouvais pas éteindre. Puis, ça m'a frappé. La carte grise et les papiers d'immatriculation étaient toujours à mon nom. Je suis resté debout dans la cuisine, à siroter un café froid, et à regarder par la fenêtre, comme un homme sur le point de faire quelque chose de stupide, mais de libérateur. Je n'étais même plus en colère. J'en avais juste fini. Cette voiture n'était pas à sa place. Pas dans cette allée. Pas avec lui. À 6 heures du matin, j'ai pris un Uber pour y retourner. Le quartier semblait gelé. Les lumières de Noël étaient encore allumées, les pelouses givrées, quelques poubelles renversées par le vent. Je suis descendu à un pâté de maison, et j'ai marché le reste de la distance, comme si j'étais en mission secrète. La Mustang était là, brillant sous une fine couche de glace. Le ruban rouge s'était affaissé à cause de la rosée, pendant comme s'il avait honte d'être encore là. J'ai déverrouillé la portière, je me suis glissé sur le siège du conducteur, et, pendant une seconde, j'ai failli rire. J'avais encore la clé. La clé a tourné sans accroc. J'ai sorti la voiture de l'allée lentement, en prenant soin de ne réveiller personne. Le reflet des lumières du Porsche m'a suivi dans la rue, comme si la voiture quittait enfin le mauvais foyer. Quand je suis rentré chez moi, je l'ai garé dans mon garage, j'ai coupé le moteur, et je suis resté assis là, les mains sur le volant. Pour la première fois depuis des jours, je me sentais calme. Comme si je venais de débrancher quelque chose, qui m'épuisait depuis des années. J'ai pris une longue douche, préparé le petit déjeuner, et retourné mon téléphone. Je ne l'ai même pas vérifié avant midi. À ce moment-là, on aurait dit que mes notifications s'étaient multipliées dans l'obscurité. 23 appels manqués, 12 SMS, 3 messages vocaux. Le message d'Aaron est apparu en premier, tu as sérieusement repris le cadeau de papa? Tu gâches Noël. Tout le monde en parle. Grandis un peu. Juste en dessous, un message de mon père, les gens ont ri, parce que c'était drôle. Apprends à accepter une blague. Puis, un autre, quelques minutes plus tard, tu te ridiculises, maintenant. Pas de remerciement. Pas de pourquoi l'as-tu reprise? Juste un droit pur et simple, comme si la voiture était son dû. J'ai posé mon téléphone, et je suis allé au garage.
La Mustang brillait sous la lumière, le moteur encore chaud de la conduite matinale. J'en ai fait le tour lentement, les mains dans les poches. J'ai pensé à toutes les fois où il s'était moqué de mon travail. Un col bleu musclé, un gamin qui travaille avec ses mains parce qu'il n'arrivait pas à s'en sortir en maths. Peut-être que si tu avais étudié plus dur, tu n'aurais pas à te suspendre à des poteaux pour gagner ta vie. Il disait tout ça, comme s'il donnait un conseil utile. Comme si me rabaisser, était sa version de la motivation. J'avais l'habitude d'en rire, de me dire qu'il ne comprenait tout simplement pas ce que je faisais. Mais au fond de moi, je pense qu'il comprenait. Il détestait juste le fait, que je n'avais pas besoin de son approbation, pour en être fier. J'ai essuyé mes mains sur un chiffon, et j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai affiché un site d'annonces de voitures de collection. Mustang Fastback de 1968, restauré, moteur V8 d'origine, peinture neuve. J'ai pris quelques photos, là, dans le garage. Vue de face, compartiment moteur, intérieur. Je l'ai publié, avec une courte note, acheteur sérieux uniquement. Carte grise en main. Je n'allais pas garder quelque chose qui me rappelait lui. Je n'avais même plus l'impression que c'était mon travail. C'était un monument à un type, qui ne dirait jamais, bon travail, sans transformer ça en pique. Je voulais la vendre, et m'offrir quelque chose, qui n'avait rien à voir avec lui. Vers 15 heures, mon téléphone a de nouveau vibré. Un autre message vocal. Je l'ai mis sur haut-parleur, tout en resserrant un luminaire dans la cuisine. Ryan, qu'est-ce qui ne va pas chez toi, bordel? A-t-il dit, la voix tremblante, d'une fausse colère. Tu as repris la voiture. Tu crois que ça te donne l'air fort? Les gens t'ont vu faire ça. Tu m'as humilié. Tu as humilié cette famille. Tu crois que tu peux juste reprendre un cadeau, comme un gamin pour y gâter? J'ai éclaté de rire. Gamin pour y gâter. Venant du type qui a passé le matin de Noël à se moquer de son fils, pour le sport. Je lui ai répondu par SMS. 3 mots, carte grise à mon nom. Il n'a pas répondu après ça, mais Aaron, si. Bien sûr qu'elle l'a fait. Tu agis comme un fou. Papa est vraiment contrarié. Il ne pensait rien de mal, avec sa blague. Pourquoi ne peux-tu pas juste laisser couler? Parce que j'avais laissé couler pendant 30 ans. Voilà pourquoi. Chaque insulte, chaque pique déguisée en simple taquinerie. Vous ne réalisez pas tout ce que vous avez avalé, jusqu'à ce que vous arrêtiez. Ce soir-là, je me suis de nouveau tenu dans le garage, à regarder la voiture. Quelqu'un m'avait déjà envoyé un message à son sujet, proposant de passer la voir ce week-end. J'ai accepté. En éteignant les lumières du garage, j'ai aperçu mon reflet dans le rétroviseur. J'avais l'air différent. Pas de manière dramatique, comme dans un film. Juste plus stable, plus clair. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, j'ai réalisé quelque chose de simple. J'avais passé des années à essayer de lui prouver que j'avais réussi. Mais je n'avais plus besoin de le prouver. Le type qui pensait que la réussite venait avec une cravate et un titre, pouvait garder sa maison vide, et sa fausse fierté. Moi, j'avais la paix, et une voiture à vendre. Ce week-end-là, un acheteur est passé. Un homme plus âgé, probablement la fin de la quarantaine, qui savait ce qu'il regardait. Il n'a même pas négocié. Il a juste fait le tour de la Mustang, a hoché la tête une fois, et a dit, quelqu'un a vraiment pris son temps, avec celle-ci. Ouais, ai-je répondu, en lui tendant les clés. Quelqu'un l'a fait. Le lundi matin, la voiture était partie. Le garage était vide, et je me sentais plus léger. Je me suis dit que mon père allait encore exploser, une fois qu'il remarquerait qu'elle était en vente en ligne. Alors, avant qu'il ne puisse commencer sa prochaine crise, j'ai décidé de couper le cordon, pour de bon. J'ai ouvert mon téléphone, j'ai fait défiler mes contacts jusqu'à trouver Lassie, sa femme, ma belle-mère. C'est la seule dans cette maison, à m'avoir jamais traité comme un être humain. Elle ne prenait pas toujours parti, mais elle n'a jamais prétendu que le gars était facile à vivre. Mon texto était court. Peut-être 4 lignes. Salut Lassie. Je voulais juste te dire que je prends du recul, par rapport à tout ça. J'en ai fini avec les fêtes de famille, fini de réparer les pots cassés, fini d'essayer de faire la paix, quand c'est à sens unique. Je te souhaite le meilleur.
J'ai fixé l'écran une seconde, avant d'appuyer sur envoyer. Pas de dissertation, pas d'explication. Juste la vérité. Sa réponse est arrivée 10 minutes plus tard. Tu en as assez fait, Ryan. Ne te sens pas coupable. Tu mérites la paix. Simple. Honnête. Probablement la chose la plus gentille que quelqu'un de ce côté de la famille m'ait jamais dite. Après ça, je me suis dit que j'allais prendre les devants. Ma mère vivait en Arizona. Remariée une fois, divorcée de nouveau. Elle donne maintenant des cours de couture, depuis son garage. On se parle parfois, surtout de petites choses. La météo, le travail, ce genre de choses. Mais cette fois, je l'ai vraiment appelée. Elle a décroché à la deuxième sonnerie. « Salut, l'étranger », a-t-elle dit. « Salut, maman. J'ai fait quelque chose. » On dirait bien le genre de phrase que tu utilises, juste avant une mauvaise nouvelle, a-t-elle plaisanté. Je lui ai raconté le bazar de Noël. La Mustang, la blague, tout. Elle n'a pas interrompu une seule fois. Quand j'ai eu fini, il y a eu un silence. Puis elle a dit, « Bien. » Bien? Ai-je demandé. Ce n'est pas le moment où tu me dis de faire la paix? Elle a ri doucement. Ryan, je me demandais quand tu allais enfin arrêter d'essayer de le réparer. Il était temps. Ça m'a décontenancé. Ma mère n'est pas du genre émotive. Elle ne l'a jamais été. Mais elle semblait calme, soulagée même. Puis, elle a dit quelque chose auquel je ne m'attendais pas. Tu sais pourquoi je l'ai quitté, n'est-ce pas? A-t-elle demandé. Je pensais que c'était à cause des disputes, ai-je répondu. Elle a soupiré. C'était le contrôle. Tout devait se passer à sa manière, sinon, ça ne comptait pas. J'adorais la couture. Je vendais mes créations sur les marchés. Il m'a fait arrêter. Il a dit que ce n'était pas assez respectable, pour la femme d'un comptable. Je me suis adossé à ma chaise, en fixant le mur. Je pouvais presque l'imaginer en train de le dire. Le même ton suffisant qu'il utilisait, quand il me disait que grimper au poteau, n'était pas un vrai travail. Elle a continué, il ne les aime pas, Ryan. Il les audite. Il mesure leur valeur, comme des bilans comptables. Tu pourrais lui donner le monde entier, qu'il trouverait toujours une erreur, quelque part. Cette phrase m'est restée en tête. Il les audite. C'est exactement ce qu'il faisait. Chaque conversation était un calcul. Combien il pouvait critiquer, quel contrôle il avait encore. Je lui ai dit, je crois que j'en ai finalement eu marre, d'être l'un de ces mauvais investissements. Elle a gloussé. Tu es le seul investissement qui a vraiment payé. Il n'aime juste pas le rendement, qui arrive sans son nom dessus. Nous avons parlé pendant une autre heure. Elle avait l'air heureuse, libre. Je n'avais pas entendu ça depuis des années. Quand nous avons raccroché, j'ai réalisé qu'elle n'était pas du tout choquée. Elle avait attendu ce moment, discrètement, en espérant que je finirais par comprendre. Après cet appel, je suis resté assis sur le canapé un moment, à faire défiler de vieux textos de mon père, et d'Aaron. Des messages qui semblaient normaux, jusqu'à ce qu'on les lise vraiment. Des petites piques, déguisées en conversation. Mon père m'a envoyé une fois, des chances que tu passes à un poste de direction, ou tu es plutôt du genre à rester manuel pour toujours? Tout semblait suivre le même scénario. Moi, prouvant quelque chose. Eux, le minimisant. J'en avais assez. Alors, j'ai fait ce que j'aurais dû faire il y a des années. J'ai ouvert mes contacts, j'ai appuyé sur bloquer ou pour leurs 2 numéros, puis j'ai fait le tour des réseaux sociaux, et je les ai supprimés de toutes les plateformes. Pas d'annonce, pas de publication sur le fait de couper les ponts avec des personnes toxiques, rien de tout ce cirque pour attirer l'attention. Juste une suppression, en silence. Mon téléphone a vibré une fois. Numéro inconnu. Probablement mon père, utilisant un autre téléphone pour contourner le blocage. Je n'ai pas répondu. Je l'ai juste regardé sonner, jusqu'à ce qu'il s'arrête. Plus tard, je me suis assis sur le porche avec un soda frais, à parcourir quelques offres d'emploi en Arizona, juste par curiosité. Non pas que j'ai besoin de déménager, mais parce que je le pouvais. Parce que je ne devais plus d'explications à personne. C'était étrange, à quel point tout semblait léger.
Comme si ma vie avait été remplie d'un bruit de fond, pendant si longtemps, que j'avais oublié à quoi ressemblait le silence. Avant de rentrer, j'ai envoyé un dernier texto à Lassie, pas à mon père. Juste pour que tu saches, je les ai bloqués, lui et Aaron. J'en ai fini. J'apprécie que tu aies toujours été correct. Elle a répondu 1 minute plus tard. Je comprends. Tu fais ce qu'il faut. J'ai souri, j'ai posé le téléphone, et j'ai fermé la porte à clé. Pour la première fois depuis des années, il n'y avait plus de poids sur ma poitrine. Parfois, s'en aller n'est pas un manque de respect. C'est du respect de soi. J'aurais dû savoir que mon père n'allait pas en rester là. Environ 1 semaine après l'avoir bloqué, j'étais au travail, en train de descendre d'un poteau de transformateur, quand j'ai remarqué un texto d'un collègue, Nat. Frérot, tout va bien de ton côté? J'ai répondu, ouais, pourquoi? Il m'a envoyé une capture d'écran. C'était un échange de mails entre lui, un autre monteur de ligne, et notre contremaître. L'email venait de mon père. Objet, inquiétude pour mon fils. Il écrivait, Ryan a agi de manière instable, ces derniers temps. Il s'est isolé de sa famille, a pris des décisions financières erratiques, et a peut-être des problèmes psychologiques. Je crains qu'il ne fasse quelque chose d'imprudent. S'il vous plaît, gardez un œil sur lui. J'ai serré la mâchoire si fort, que j'ai cru que mes dents allaient se briser. Je pouvais presque entendre son ton. Calme, inquiet, parfaitement formulé, pour me faire passer pour un problème. J'ai appelé Nat. Tu n'as pas cru à ces conneries, j'espère? Bien sûr que non, mec, a-t-il répondu. Mais, putain, c'est tordu. Qui fait ça à son propre fils? Quelqu'un qui traite les gens comme des projets, ai-je marmonné. À la fin de la journée, 2 autres collègues m'ont envoyé un message. Même histoire. Mon père avait contacté des gens qu'il ne connaissait même pas personnellement. Des responsables, des délégués syndicaux, n'importe qui lié à moi. Le tout, sous la bannière de « l'inquiétude ». Ce n'était pas de l'inquiétude. C'était du sabotage. Le vieux n'aimait pas que j'arrête de jouer selon son scénario, alors il a décidé d'en écrire un nouveau, avec moi dans le rôle du fils instable. Alors, j'ai appelé mon pote Marc, un des avocats du syndicat avec qui j'avais travaillé, lors d'un litige sur la sécurité, des années auparavant. Un type vif, sans fioriture. Il a décroché, au milieu d'une bouchée de quelque chose de croustillant. Ryan, mon gars, quoi de neuf? J'ai tout expliqué. Les emails, les rumeurs, la fausse inquiétude. Il n'a même pas eu l'air surpris. Du management d'image classique, a-t-il dit. Il construit un récit. Comme ça, si jamais tu le dénonces publiquement, les gens penseront que tu es le fou. Je peux faire cesser ça? Ai-je demandé. Oh, absolument. Tu veux que je m'en occupe? S'il te plaît. Il m'a envoyé un brouillon dans l'heure. Court, professionnel, et mortel. Une mise en demeure formelle, adressée à mon père. Citant la diffamation et le harcèlement, et lui donnant 48 heures, pour cesser de contacter toute personne associée à moi. Je l'ai approuvé instantanément. 2 jours plus tard, Marc m'a envoyé par texto une capture d'écran de l'accusé de réception. Il l'avait reçu. Je m'attendais au silence. Ce que j'ai eu à la place, c'était une tempête. Cet après-midi-là, mon téléphone a vibré. Un numéro que je ne reconnaissais pas. Je l'ai laissé aller sur la messagerie vocale. Quand je l'ai écouté plus tard, c'était la voix de mon père. Tremblante, théâtrale, pleine d'une indignation forcée. Alors, c'est comme ça que tu traites ton père? Tu envoies des avocats, à ta famille? Tu crois que ça fait de toi un homme? Tu m'as encore humilié, Ryan. Est-ce que tu te soucies même de ce que ça fait, à notre nom? Notre nom? Comme s'il dirigeait une entreprise, pas une famille. Je l'ai supprimé, sans répondre. Ça ne valait même pas la peine de gaspiller mon souffle. Le lendemain, Aaron a appelé depuis son autre téléphone. Je n'ai pas décroché. Elle a envoyé un texto à la place, papa dit que tu as envoyé des menaces légales. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Il a le cœur brisé. Tu es cruel. J'ai tapé en retour, dis-lui d'arrêter de contacter mes collègues, et j'arrêterai de me défendre.
Elle l'a lu, mais n'a pas répondu. Typique daron. Le défendre d'abord, réfléchir plus tard. Pendant environ une semaine, les choses ont été calmes. Puis, j'ai ouvert Facebook pendant le déjeuner un jour, et j'ai failli recracher mon sandwich. C'était là. Une photo de mon père, allongé dans un lit d'hôpital, portant une de ses blouses de patient, un tube à oxygène sous le nez. La légende disait, le stress peut vraiment faire mal au cœur, quand votre propre sang se retourne contre vous. Appréciez votre famille, tant que vous le pouvez encore. J'ai juste fixé ça. Sans un mot. En quelques minutes, la publication a été envahie de commentaires. D'anciens amis de la famille, des membres de l'église, des collègues de l'époque où il était comptable. Tous se sont précipités pour exprimer leur sympathie. Soyez fort, monsieur Thompson. Vous avez élevé un bon fils. Il reviendra. Les jeunes d'aujourd'hui ne comprennent pas la loyauté. Et bien sûr, Aaron a commenté avec un emoji cœuré, je t'aime, papa. C'était comme assister à une représentation en direct des Chroniques du Martyr, avec mon père dans le rôle de la victime. Je n'ai pas commenté, pas envoyé de message, pas cherché à me défendre. J'ai juste fermé l'application, et je suis retourné au travail. Ce soir-là, cependant, je n'arrêtais pas de penser à la facilité, avec laquelle il avait réussi son coup. Il n'était même pas malade, juste ennuyé, et avide d'attention. Je le connaissais trop bien. Cet homme pouvait transformer une coupure de papier, en une histoire de guerre, si cela signifiait que les gens l'applaudiraient. Le lendemain matin, mon contremaître, Tom, m'a pris à part au dépôt. Et, je prends juste des nouvelles. Tout va bien de ton côté? J'ai souri en coin. Laisse-moi deviner. Tu as vu Facebook? Il a hoché la tête, maladroitement. Ouais. Je ne savais pas quoi croire, mais j'ai préféré demander directement. Je vais bien, ai-je répondu. Lui, non. Il est juste accro au fait de prétendre qu'il va bien. Tom a gloussé, et a secoué la tête. La famille, hein. Quelque chose comme ça, ai-je dit. Après le travail, je suis rentré chez moi, et je suis resté assis dans mon camion pendant 1 minute, avant d'entrer. Le ciel était gris, silencieux. C'est là que ça m'a frappé. Il ne voulait pas la paix. Il voulait un public. Chaque geste qu'il faisait, était une question de contrôle. De tordre la réalité, jusqu'à ce qu'il ait l'air noble. Et que moi, j'ai l'air brisé. Il n'était pas malade, juste accro au contrôle. Je me suis demandé si le coupé de ma vie, avait été trop dur. J'avais l'habitude de douter de moi, tout le temps. Plus maintenant. Un après-midi, alors que je réparais un disjoncteur dans mon garage, j'ai reçu un appel d'une entreprise d'intervention en cas de tempête, en Arizona. Un gros contrat, de 3 mois, bien payé. Ils avaient besoin de monteurs de ligne, pour aider à reconstruire les infrastructures après les dégâts causés par la mousson. Je n'ai même pas hésité. L'univers m'avait offert une raison de partir. Ce même soir, j'ai mis mon appartement en location, j'ai vidé le garage, et j'ai emballé les quelques affaires qui comptaient vraiment pour moi, mes outils, quelques photos, et une veste en cuir usé que ma mère m'avait donnée il y a des années. Tout le reste pouvait rester. Je ne fuyais pas. J'en avais juste marre de faire du surplace. Le mois suivant, j'étais en Arizona. Ma mère vivait à quelques villes de là, dans une maison de plein pied, entourée de collines arides et de champs de cactus. Quand je me suis garé dans son allée, elle est sortie en s'essuyant les mains sur un tablier de couture. Le même visage calme, que toujours. « Tu es vraiment là ?» a-t-elle dit en souriant. « Ouais », ai-je répondu. Je suis venu voir à quoi ressemble la paix. Elle m'a serré rapidement dans ses bras, comme si elle ne savait plus trop comment faire, puis a fait un geste vers la maison. J'ai fait des lasagnes. Ne me demande pas si c'est diététique. La première semaine a été étrange. Pas d'appel pour des urgences au travail, pas de texto sarcastique d'Aaron. Pas de tension, qui plane en arrière-plan. Juste un ciel immense, de longues routes, et des nuits calmes. J'ai pris un petit logement près de chez ma mère. Rien de luxueux. Une chambre, un petit jardin, et une vue sur les lignes électriques, qui traversaient l'horizon désertique. Approprié, vraiment. Mes journées étaient consacrées à travailler sur le contrat de la tempête.
Un travail physique, de longues heures, le genre de boulot qui vous fait vous endormir, à la seconde où vous vous asseyez. J'adorais ça. C'était honnête. Chaque boulon que je serrais, chaque ligne que je remettais en place, me rappelait que j'avais construit ma propre vie. Sans l'aide de personne. Les week-ends étaient plus lents. J'aidais les voisins à réparer les lumières de leur Porsche, à réparer des clôtures, de petites choses comme ça. Le bruit a couru, que le nouveau gars au camion bleu pouvait tout réparer. Alors, les gens passaient me voir, avec de petits boulots et du café, en guise de paiement. Ça ne me dérangeait pas. C'était un travail paisible. Pas de drame, pas d'attente. Puis, un jeudi soir, j'ai reçu un texto de la scie. Je n'avais pas eu de ses nouvelles depuis des mois. Salut Ryan. Juste pour te prévenir. Ton père a essayé d'utiliser cette vieille carte de crédit d'urgence, que tu lui avais donnée il y a des années. Elle a été refusée. Je me suis figé en pleine bouchée. J'avais complètement oublié que cette carte existait. C'était quelque chose que j'avais mis en place, il y a des années, quand il avait subi une opération. J'ai répondu par texto, comment tu le sais? Il est rentré furieux. Il a dit que la carte avait été refusée 3 fois dans la même journée. Pour les courses, l'essence, quelque chose chez Home Depot. J'ai vérifié mon compte ce soir-là, juste pour être sûr. Et le journal d'activité a bien montré les 3 tentatives infructueuses. Le lendemain matin, j'ai appelé la banque, et j'ai annulé la carte. Puis, je leur ai demandé de fermer complètement le compte, pour qu'il ne reste plus rien. Le conseiller m'a demandé si je voulais une carte de remplacement. Non, ai-je répondu. J'ai fini de prêter des bouées de sauvetage. C'était symbolique, de mettre fin à ce dernier lien. Cette carte avait été une chaîne silencieuse, une sur laquelle il pouvait tirer, quand il le voulait. Maintenant, elle avait disparu. Plus tard dans la soirée, j'en ai parlé à ma mère, pendant le dîner. Elle n'a pas eu l'air surprise. Il ne voulait pas de l'aide, a-t-elle dit, en posant sa fourchette. Il voulait le contrôle. Il y a une différence. Elle avait raison. Je ne lui manquais pas. C'est l'accès à moi qui lui manquait. Chaque service, chaque carte, chaque appel, avait toujours été une question de commodité, pas d'affection. Une semaine après ça, Lassie a envoyé un autre texto. Court, cette fois. Il est furieux que tu l'aies annulé. Il a dit, tu le punis. Je lui ai dit, c'est ton droit. Il n'a pas aimé ça. J'ai souri en le lisant. Pas par méchanceté, juste par amusement. Cet homme croyait sincèrement que le couper financièrement était un crime moral. Ce soir-là, je me suis assis sur mon Porsche, avec le vent du désert qui soufflait. Les étoiles étaient brillantes, l'air silencieux. Pour une fois, mon esprit ne rejouait pas de vieilles disputes, ou de phrases inachevées. Je suis juste resté assis là, à regarder les lignes électriques s'étirer à l'horizon, comme des fils d'argent. Le même genre de lignes, que j'avais l'habitude de grimper pour gagner ma vie. Il y avait quelque chose de poétique, là-dedans, je suppose. La chose même, pour laquelle il s'était moqué de moi, était devenue la chose même, qui m'avait donné ma liberté. J'ai pensé à toutes les années, que j'avais passées à essayer de réparer les choses. Des conversations brisées, de vieux ressentiments, des relations qui n'allaient jamais marcher. Et pourquoi faire? Pour maintenir la paix, pour des gens qui se fichaient de savoir, s'il m'en restait pour moi-même. Je me suis adossé à ma chaise, j'ai fini mon verre, et j'ai marmonné pour moi-même, je suppose que j'ai enfin appris, ce qu'il fallait arrêter de réparer. J'ai arrêté de réparer tout ce qui n'était pas de mon ressort. Y compris lui. Mais apparemment, il pensait toujours que j'étais de service. Environ 6 mois s'étaient écoulés, depuis que j'avais annulé cette carte. J'étais à Los Angeles, pour un stage de formation d'1 semaine, pour les monteurs de lignes expérimentés. Des séminaires sur la sécurité, du leadership, le tout payé par l'entreprise. Je n'avais pas pensé à mon père depuis des mois. J'avais même arrêté de me demander, quel nouveau numéro il sortait en ligne. Le matin où c'est arrivé, je sortais du hall de l'hôtel, mon badge d'identité autour du cou. Je parcourais mon emploi du temps, quand je l'ai entendu. Ryan. Cette voix aurait pu couper du verre. Je me suis figé, je me suis retourné, et il était là.
Mon père, debout de l'autre côté de la rue, en pantalon kaki et chemise repassée, tenant un dossier, comme s'il était sur le point de déposer une plainte. Je n'ai pas bougé. Il a souri comme si de rien n'était. Comme s'il n'avait pas passé la dernière année à essayer de détruire ma réputation. On peut parler ? A-t-il crié, en traversant la rue. Parlons, d'homme à homme. J'aurais dû m'en aller, mais je ne l'ai pas fait. Peut-être par curiosité, peut-être pour tourner la page. Quoi qu'il en soit, je suis resté là, alors qu'il s'arrêtait à quelques mètres de moi, ajustant ses lunettes, comme s'il était sur le point de donner une conférence TED sur la paternité. Tu as l'air en forme, a-t-il dit. J'ai vu ton nom sur la liste des participants à cet événement. Je ne m'attendais pas à te trouver ici. Je n'ai pas répondu. J'ai juste attendu. Il a soupiré, de manière dramatique. Je ne sais pas pourquoi tu as fait de moi le méchant, dans ton histoire. C'était une seule blague, Ryan. Tu l'as prise trop au sérieux. Tu as toujours été trop sérieux. Voilà. Le même scénario, le même ton, le même rejet de la faute. J'ai presque souri, devant tant de prévisibilité. Tu m'as traqué, pour me dire que je ne sais pas accepter une blague. Ai-je demandé. Il a froncé les sourcils, comme s'il ne s'attendait pas à ce que je paraisse calme. Je t'ai traqué pour faire la paix. Tu m'as humilié, tu as embarrassé la famille, et tu agis comme si je le méritais. Je n'agis pas comme si, ai-je rectifié. Tu le méritais. Il a secoué la tête, en se rapprochant. Tu as changé, fiston. Avant, tu avais du respect. Maintenant, tu me parles comme si j'étais un étranger. C'est ce que tu es, ai-je dit d'un ton plat. Et arrête de m'appeler fiston. Tu as perdu ce droit, quand tu as fait de moi ton bouc émissaire. Ça l'a touché. Son visage a tressailli. Ce même mélange de confusion et de colère, qu'il affichait quand quelqu'un n'était pas d'accord avec lui. Il a ouvert son dossier, et a sorti quelques captures d'écran imprimées. Des commentaires sur les réseaux sociaux, je suppose, peut-être des SMS. Ce n'est pas toi, ça, a-t-il dit, en agitant légèrement le papier. Tu vaux mieux que ce ressentiment. Je sais que je te manque. J'ai ri doucement. Tu sais ce qui est drôle ? Tu t'es trompé sur moi, toute ma vie. Autant ajouter ça à la liste. Il a fait la moue. Mon fils me manque, a-t-il dit. Celui qui avait l'habitude de me respecter. J'ai bu une gorgée de mon café. Ce n'est pas de moi que tu t'ennuies. C'est du contrôle. Et je ne te dois rien. Il m'a regardé pendant une seconde, avec ce regard calculateur, comme s'il réfléchissait à sa prochaine action. Puis, soudainement, il a fait un pas en arrière, a trébuché sur son propre talon, et a projeté ses bras en l'air. Ne me frappe pas. A-t-il crié, fort. Bien trop fort. S'il te plaît, arrête. Je me suis figé. Les gens sur le trottoir se sont immédiatement retournés. Un couple qui promenait son chien s'est arrêté. Un type qui tirait une valise a jeté un coup d'œil. Quelqu'un, de l'autre côté de la rue, a commencé à filmer. Mais qu'est-ce que tu racontes, bordel ? Ai-je lancé, en reculant d'un pas, les mains en l'air. Il a de nouveau trébuché, faussement, en se tenant l'épaule. Il m'agresse. S'il vous plaît, arrêtez-le. Une femme près du trottoir a halté. Monsieur, vous devez vous calmer. Quelqu'un d'autre a crié, mec. C'est quoi ton problème ? C'est un vieil homme. Mon estomac s'est noué. Non pas de peur, mais de dégoût. Cet homme avait vraiment répété sa scène. Le dossier a heurté le trottoir, les papiers s'éparpillant comme dans un film. Il respirait fort, jouant la comédie comme s'il était à Broadway. Papa, ai-je dit lentement, d'une voix basse. Tu te ridiculises. Il a secoué la tête, de manière dramatique. Toujours assez fort, pour que la foule l'entende. Tu as toujours eu un mauvais caractère. Toujours. J'ai entendu quelqu'un, à proximité, dire « je l'ai en vidéo ». Et ma poitrine s'est serrée. Non pas parce que j'étais coupable, mais parce que je savais, avec quelle facilité il pouvait déformer la situation. Puis, comme un timing divin, un homme est sorti en trombe d'une boulangerie de l'autre côté de la rue,
son tablier encore noué, les mains pleines de farine blanche. Et a-t-il crié. Il ne l'a pas touché. Tout le monde s'est retourné. J'ai tout vu, a ajouté le boulanger, en trottinant vers nous. Ce vieux type fait semblant. Le plus jeune ne lui a pas posé un doigt dessus. Il a parlé calmement, tout le temps. La foule s'est tue. Mon père s'est figé en pleine performance, toujours légèrement courbé, comme s'il ne pouvait pas décider s'il devait continuer à jouer, ou abandonner. Le boulanger s'est approché, en le pointant directement du doigt. Vous devriez avoir honte, d'essayer de faire ça en public. Il y a des caméras partout, mon pote. Vous venez de vous couvrir de ridicule. Quelques personnes ont murmuré. Une femme, qui avait filmé, a baissé son téléphone. Le visage de mon père est devenu livide. La comédie s'est complètement effondrée. Il a redressé sa chemise, a marmonné quelque chose sur le fait d'avoir été mal compris, puis m'a jeté un regard. J'ai croisé ses yeux. Tu viens de prouver pourquoi je suis parti. Puis, je me suis retourné, et je me suis éloigné vers le coin de la rue. La foule s'est écartée, silencieusement. Je n'ai pas regardé en arrière. Je pouvais sentir son regard, me brûler la nuque, mais ça m'était égal. Au moment où j'ai atteint le bout du pâté de maison, la tension s'était dissipée. Mes mains étaient stables, mon rythme cardiaque normal. Je n'étais même pas en colère. J'en avais juste fini. Fini des mensonges, des mises en scène, de la manipulation constante. Quand je suis retourné à l'hôtel, le réceptionniste m'a jeté un regard nerveux. Tout va bien, dehors? J'ai hoché la tête. Ouais, ai-je dit. Juste quelqu'un qui ne sait pas quand abandonner. Je suis monté dans ma chambre, j'ai posé mon badge sur la table, et j'ai regardé les lumières de la ville par la fenêtre. Les voitures se déplaçaient en bas, comme de petites étincelles, silencieuses et lointaines. C'était la dernière fois que je l'ai vu. Pendant des mois, il n'y a eu aucun appel, aucune cascade, aucune performance. Juste le silence. Le genre de silence qu'il prétendait toujours vouloir, mais avec lequel il n'avait jamais su vivre. 1 an plus tard, c'est exactement ce qu'il était. Je vivais près de Sedona, à ce moment-là. Une petite location près des falaises rouges, un ciel immense, des matins calmes. Mes journées étaient simples. Travail, salle de sport, parfois aider un voisin à réparer une clôture cassée, ou un luminaire. Le genre de vie qui semblait ennuyeuse quand j'étais plus jeune, mais qui, maintenant, ressemblait à la paix. Le travail avait été stable. Après cette formation à Los Angeles, j'ai été promu pour diriger une petite équipe, sur des chantiers en sous-traitance. Bon salaire, des gars solides, pas de politique. La plupart de mes journées se terminaient, avec un barbecue sur la terrasse arrière, à regarder le coucher de soleil peindre le désert en orange. Je ne pensais plus beaucoup à mon père. C'était un chapitre que j'avais fermé. Jusqu'à ce qu'il essaie de se réécrire, dans ma vie. Ça a commencé par un texto. Numéro inconnu, le même ton que je reconnaîtrais n'importe où. Ryan, c'est ton père. J'aimerais qu'on parle. La famille, c'est la famille. La vie est trop courte, pour garder des rancunes. J'ai fixé le message, en secouant la tête. Pas d'excuses, pas de prise de responsabilité. Juste un slogan recyclé. Je n'ai pas répondu. 2 jours plus tard, un autre est arrivé. Tu regretteras un jour, d'avoir repoussé ta famille. Je n'ai même pas bloqué le numéro. Je l'ai juste mis en sourdine. Qu'il crie dans le vide. Puis, est arrivé le GoFundMe. Lassie m'a envoyé le lien par texto, sans commentaire. Juste le lien. Le titre disait « Aider un père à se remettre d'une rupture familiale et de problèmes de santé ». La description était pire. Je suis un homme à la retraite, qui lutte contre des problèmes cardiaques et une détresse émotionnelle, après avoir perdu le contact avec mon fils unique. J'essaie de garder ma maison, et de reconstruire ma vie. Il n'a pas mentionné la fausse crise cardiaque, la campagne de diffamation, ou le fait que je lui avais offert plus de chances de changer, qu'il n'en avait jamais mérité. L'objectif était de 10 000 euros. Après 3 semaines, il avait récolté 85 euros. Les commentaires étaient silencieux, eux aussi. Un d'un cousin, qui disait prier pour lui. Un autre,
de quelqu'un nommé Vieux Comptable 77, qui disait « Reste fort ». C'était tout. Aaron ne l'a pas partagé. Ça m'a surpris au début. Puis, Lassie a appelé un après-midi. J'ai décroché, m'attendant à moitié à plus de drame. Elle est gênée, a expliqué Lassie. Toute cette cascade l'a fait passer pour une idiote. Les gens ont posé des questions, auxquelles elle ne pouvait pas répondre. Bien, ai-je répondu. Peut-être qu'elle arrêtera enfin, d'essayer de défendre l'indéfendable. Il y a eu une pause. Lassie a soupiré doucement. Il parle encore de toi, tu sais. Il dit que tu finiras par revenir. Il a dit ça toute ma vie, ai-je rétorqué. Ça ne rend pas la chose plus vraie. Je l'ai remercié de m'avoir tenu au courant, puis je me suis remis au travail. Je n'y ai plus beaucoup pensé, après ça. C'était juste une autre de ses performances, une autre façon d'attirer l'attention, quand les applaudissements s'étaient arrêtés. Les semaines ont passé. La collecte de fonds a discrètement disparu. Tout comme son nouveau numéro. Aaron a arrêté de publier sur les dîners de famille, et le pardon. Lassie gardait le contact parfois, surtout pour de petites choses. Des nouvelles de la météo, des photos de son jardin, des trucs normaux. Pas de drame. Ma mère est passée un week-end, pour me rendre visite. On a préparé le petit déjeuner ensemble. Elle à la cuisine, moi au café. Elle a regardé mon logement, l'espace propre, les étagères réparées, la routine calme. Tu as l'air bien installé, a-t-elle dit, en souriant. Je le suis, ai-je répondu. Elle a hoché la tête. Il essaie toujours de ramener les gens vers lui. Ne mords pas à l'hameçon. Je ne le ferai pas, ai-je promis. Il peut parler autant qu'il veut. J'ai fini d'écouter. Ce soir-là, après son départ, je me suis de nouveau assis sur le porche, à regarder la foudre zébrer le ciel au-dessus des collines. L'air sentait la pluie, et la poussière. Pour la première fois depuis des années, j'ai réalisé que je ne me sentais plus en colère. Ni contre lui, ni contre le passé, ni contre quoi que ce soit. Il avait passé sa vie à essayer de prouver qu'il était l'homme le plus intelligent de la pièce. Il devait toujours avoir le dernier mot, le dessus, être sous les feux de la rampe. Mais la seule chose qu'il n'a jamais comprise, c'est que le silence n'est pas une faiblesse. C'est du contrôle. Je ne lui avais pas parlé depuis plus d'1 an. Et pour une fois, ce silence n'était pas lourd. Il était paisible, complet. Il pensait que je reviendrais toujours en rampant. Mais je ne suis plus ce gamin. J'ai la paix, et il a le silence. YouTube vient de lancer cette nouvelle fonctionnalité Hype. Si vous êtes accro à cette histoire, explosez ce bouton Hype. Cela indique à YouTube que cette vidéo mérite de devenir virale, et cela nous permet de vous proposer des histoires encore plus folles.